On a un petit retard. Aujourd'hui, on va parler principalement sur le domaine de la freelance en RPA. Toutes les questions que vous avez en tête ou vous voulez poser, n'hésitez pas à les poser en chat. On va essayer à répondre au maximum de questions autour de ce sujet-là. Mais avant tout, on va introduire un tout petit peu c'est quoi la communauté UiPath qui aujourd'hui organise cet événement. Pour le faire, je laisse la parole à Iba pour introduire un peu la communauté. Bonjour Iba. Bonjour à tous. Du coup, là, il n'y a pas de community, c'est nous, c'est vous, c'est toute personne qui fait de la RPA, quel que soit son poste, un business analyst, consultant, développeur, il y a plein de variantes aujourd'hui dans la RPA. Donc, il y a pas mal de gens dans le monde qui font de la RPA, donc c'est UiPath Community. Donc, c'est un peu tout, hein. C'est l'académie, c'est le forum, donc on répond aux questions, on les pose, c'est aussi participer aux événements, typiquement comme celui d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre la grande famille de UiPath Community en vous connectant sur l'URL community.uipath.com. À la slide suivante, du coup, brièvement, on fait un focus sur la UiPath Community en France. Donc, c'est pas mal de gens. Et si toi aussi, ça te dit de parler sur un sujet UiPath, quel qu'il soit, bah, viens nous voir sur LinkedIn. Vous avez les personnes ici, et puis aussi, on vous mettra les LinkedIn à la fin de l'événement. N'hésitez pas à vous connecter avec nous, à nous proposer des événements. Nous, on est complètement open. On les organise et puis vous allez voir, ça se passe super bien. Et aussi, si simplement, au lieu de proposer une idée d'événement, on préfère plutôt proposer des sujets, pas pour soi, pas pour être présent soi-même, mais pour les autres, n'hésitez pas aussi, ça fonctionne de la même manière. À toi, Nadia. Merci Iba. Donc maintenant vous savez, vous pouvez déjà vous inscrire sur le chapitre de Paris sur UiPath Community et comme ça vous allez recevoir toutes les informations, les nouveautés, les événements concrets. Donc pour commencer, aujourd'hui j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet très très attendu sur lequel on a reçu tellement de questions, surtout depuis le dernier événement qui concerne un peu les salariés, les salariés en RPA et tout, tout ce qui concerne le salariat. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On a trois freelances qui vraiment travaillent que sur la RPA, que sur des sujets d'automatisation. Et on a vraiment hâte d'avoir les retours d'expérience, d'avoir leur vision, de comprendre un peu plus c'est quoi ce domaine, c'est quoi ce monde et comment on peut rentrer dedans. Donc, je vais laisser un peu la parole à Iyad pour commencer à nous faire une petite introduction de qu'est-ce qu'ils font. Tout. Iyad, c'est à toi. Yes, bonjour à tous. Du coup, peut-être brève introduction, donc mon background et comment je suis arrivé au monde de la freelance peut-être, et ce que je fais aujourd'hui. Donc moi j'ai connu la RPA un peu par hasard sur un job dating où j'étais parti faire du big data et finalement j'ai découvert la RPA et je suis tombé amoureux de la RPA, donc je me suis dit allez c'est parti. J'ai commencé dans une ESN, un peu l'histoire de tout le monde je pense, avec une formation et ensuite on a démarré le monde de la RPA. Et après, bah, il y a eu notre bel ami le Covid qui est arrivé par là. Et donc, j'étais en full à la maison, des fois des missions remote et des fois juste à la maison. Et donc, il y avait beaucoup de temps. Et je voyais que mon profil commençait à être intéressant pour beaucoup de gens qui me contactaient, soit pour me démarcher pour un poste classique en CDI. Et petit à petit, je me suis dit que le monde des ESN où je travaille pour quelqu'un, c'est quelque chose de bien, mais que j'avais envie de me lancer dans une aventure un peu plus personnelle. Et comme j'étais à un moment de ma vie où ben j'avais pas forcément beaucoup de contraintes, je pouvais me permettre de tenter l'aventure et de risquer et que si je me rate, ben tant pis, repartir en CDI. C'est comme ça que je me suis lancé donc pendant le Covid. Et donc après, il y a eu toute une phase de passation entre ton CDI et passer en freelance où il faut négocier ta rupture conventionnelle ou ta démission, trouver ton premier client et réussir à closer le premier pour pouvoir être confiant sur la suite. Je pense qu'on en parlera un petit peu par la suite. Et c'est comme ça que depuis un peu plus de 2 ans maintenant, un peu plus que ça même, je suis freelance et j'ai eu la chance de pouvoir travailler en freelance pour des grands comptes. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut se dire, c'est que c'est possible, hein. J'ai pu travailler pour Thales, pour la Massif, pour Safran, pour enfin, pas mal de grands comptes dans différentes industries. Et aujourd'hui, je travaille dans le monde de la banque, aussi en freelance. Donc voilà, c'est vraiment possible, il faut juste pousser et tenter. Et tant que vous essayerez pas, vous pourrez pas savoir si c'est un truc qui vous correspond ou pas. Et voilà, c'est la première introduction. Après, je pense qu'on rentrera plus dans les détails de comment faire et les next steps pour devenir freelance. Bah, merci beaucoup, Yad. J'ai déjà hâte de poser toutes les questions là, parce que j'ai envie d'avoir les réponses. Mais avant tout, on va continuer avec Sylvain pour avoir un peu une introduction sur ce qu'il fait, sur son parcours et tout en tant que freelance.
C'est à toi, Sylvain. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être présent dans ce call. Je pense que comme Yad, je vais un peu parler de mon histoire, ce qui m'a amené à être freelance et un peu plus aujourd'hui, puisque j'ai ma propre structure aujourd'hui. Moi, j'ai commencé l'RPA en 2016, donc ça commence à faire quelques temps maintenant. C'était vraiment tout le début, en tout cas sur la France. J'ai commencé, j'étais alors, consultant chez Deloitte, et en fait, c'est ce sujet qui est arrivé sur le marché en même temps que la blockchain. Et l'ARPA, je trouvais ça vachement intéressant. Donc, j'ai commencé à faire un projet, deux projets, trois projets. Et à la fin, j'ai eu plusieurs opportunités qui sont ouvertes à moi, partir en Allemagne et travailler. Et à un moment donné, en ayant à la fois l'expertise de dev et aussi de consultant business analyst, je me suis dit, en fait, je pourrais facilement me mettre freelance et avoir mon expertise à l'utiliser sans passer par un cabinet pour trouver des missions. Donc, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans maintenant que je travaille sur des missions en tant que freelance. J'ai essentiellement un gros client depuis 3 ans en fait. Donc, je suis pas le modèle du freelance qui fait 10 missions différentes par an, qui change régulièrement de clients. C'est pas trop mon genre. Je pense que depuis 3 ans, j'ai dû travailler pour aller 5-6 clients différents, pas plus, ce qui est assez peu. Néanmoins, voilà, c'est une expérience que aujourd'hui je ne peux plus me passer et j'aurais du mal à redevenir salarié. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Sur la partie RPA, moi j'ai fait un peu tout. Donc j'ai fait du développement, j'ai fait aussi pas mal de conseils, de gestion de projet RPA. Aujourd'hui, je suis davantage sur des sujets de citizen developer. Donc, en fait, mon rôle en tant que freelance a complètement évolué sur les 3 ans. J'ai jamais fait la même chose plus de 6 mois, ce qui est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup en étant freelance. Et je m'attendais pas, en fait, à avoir autant de variété lorsque j'ai basculé en tant que freelance. Je pensais que ça serait vraiment quelque chose qui serait pas aussi simple ou aussi possible de voir autant de sujets. Donc là aussi, c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant. Merci, Voilà, et je peux Sylvain. passer la main à Franck, je pense. Ouais, merci Sylvain. Avant de passer à Franck, il y a une phrase que tu viens de nous dire là qui m'a interpellée, c'est «J'aurais du mal à redevenir salarié». Je garde cette phrase pour te poser la question plus tard par rapport à ça. Et maintenant, je passe la main à Franck, si tu nous écoutes, Hello. Franck. Oui, je vous écoute très bien. Et vous m'écoutez? Yes. Bah, super. Bon, je vais faire ma rapide présentation. Franck Mongo, consultant en automatisation. Moi, je suis encore au tout début par rapport à ces gens expérimentés que vous venez d'entendre. Moi, je suis un peu, je suis salarié, je suis en train de finaliser mon contrat d'ici fin septembre. Je suis donc à la phase un peu que Iyad a dit, j'ai quelques clients en piste. Donc, du coup, ce qui me reconforte un peu pour pouvoir me lancer. En termes d'envie, je pense que c'est à peu près pareil. Une fois qu'on a fait surtout qu'on a fait un peu le tour des différents sujets, on commence à se poser des questions, surtout si on se retrouve souvent seul. Est-ce que ça continue à être pertinent de, de rester seul? Est-ce que c'est pas peut-être le temps de tenter une aventure? Et puis moi, j'avoue, j'ai une forte envie de pouvoir faire de l'enseignement, et ce qui n'était pas proposé dans mon cabinet. Et la seule façon pour moi de le faire, c'était de devenir freelance. Donc voilà. Super, merci Franck. Bah, on va discuter encore plus par rapport à comment tu as vécu cette prise de décision vers ce changement-là qui vient d'arriver récemment. Pour aujourd'hui, il y aura moi et Oumaima qu'on va vous accompagner pour justement poser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser les questions dans le chat. Oumaima, elle est avec nous pour les poser directement si vous voulez pas ouvrir vos micros et parler. Je vais passer très rapidement pour commencer à poser les questions du coup. Avant de commencer, il y a des petites statistiques qu'on voulait vous montrer et ça vient de The State of Developer Report. Vous allez retrouver le lien dans le chat, ou Maïma, s'il te plaît, si tu peux le mettre. Comme ça, vous pouvez voir un peu la répartition des informations très utiles et intéressantes concernant la RPA, le domaine, concernant un peu les différents départements et les statistiques par rapport à cette activité-là, et aussi d'autres informations par rapport aux probabilités d'embauche des développeurs, le futur du marché, etc. Vous allez trouver tous les détails dans le report complet et vous pouvez avoir ça aussi dans le slide qu'on va vous envoyer à la fin de cette webinaire qui est déjà enregistré.
Et maintenant, on va attaquer avec les questions. Et la première question que j'aimerais poser à Iyad, pour commencer, c'est quoi pour toi être un freelance? Ok, super. Merci Nadia. Alors, il y a une chose qui est super importante déjà à savoir, c'est que freelance, c'est pas un métier. Ok. Et donc, dire je vais faire une carrière en tant que freelance, tu vois, c'est un peu antinomique pour moi. Parce que comme l'a très bien dit Sylvain, et ça a été aussi mon cas, tu peux très bien faire une mission de freelance en tant que développeur pendant 3 mois. Ça m'est arrivé de faire des missions de 20 jours, hein. Donc, tu peux faire ça pendant 20 jours, comme tu peux faire ça pendant 3 mois, pendant 6 mois, puis passer business analyst pendant 6 mois, puis être tech lead pendant 2 ans. Donc, freelance, c'est plus un statut juridique, c'est plus aussi pour moi un mindset et une façon de voir ma relation au travail et ce que je veux pouvoir faire dans le travail, que de vraiment se dire, ben, c'est pas un poste en tant que soi. Donc, c'est pour ça que, comme l'a dit Sylvain, ben, en tant que freelance, tu peux tout faire. Et comme l'a aussi dit euh, Franck, c'est mon cas, je donne de la formation en tant que freelance. Donc tu peux être autant formateur que développeur, que business analyst, que project manager. Tous ces postes-là qui existent dans le salariat existent dans le monde du freelance. Derrière ça, quand tu es freelance, c'est être capable de vouloir prendre un risque, au sens où ben, tu n'as pas la sécurité de l'emploi. Si jamais ton client te dit il y a des restrictions budgétaires, tu es le premier coup qui va sauter généralement. Et en contrepartie, tu as aussi un peu plus de flexibilité, de liberté que tu peux avoir. Donc clairement, c'est de se dire que moi, aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé de faire des missions pendant 4 à 6 mois et de me dire, voilà, j'ai peut-être fait un petit peu le tour, je voudrais changer. Si vous travaillez dans une ESN classique, je voudrais changer, ça sera au bon vouloir et aux opportunités que l'ESN peut vous proposer. Là où moi, en tant que freelance, ben, c'est moi qui vais chercher mes clients, qui vais décider de pouvoir rester plus ou moins longtemps. Alors l'idée, c'est bien sûr de ne pas claquer la porte tous les 6 mois, parce que si vous faites ça, au bout d'un moment, les clients voudront plus vous prendre parce que ça devient un risque de travailler avec vous. Mais si vous établissez une relation de confiance, vous êtes en direct en front avec le client et vous pouvez aussi avoir cette liberté de pouvoir choisir vos sujets, choisir vos clients, choisir les industries pour lesquelles vous pouvez travailler. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le monde, je sais pas moi, de la finance et que vous êtes plutôt à l'aise avec le monde des assurances et que vous voulez plutôt rester sur le mode des assurances, vous pouvez à fond sur ces topics-là. Vous êtes un peu le maître de votre destin. La contrepartie dans ce sens-là, c'est toujours se dire qu'il y a un risque. Il y a la possibilité d'être sur un intercontrat pendant longtemps. Et donc ça, c'est aussi le risque à mesurer. Ça, c'est le premier truc de c'est quoi être freelance. Et après, le deuxième truc pour moi d'être freelance, et là c'est plus la partie mindset, plus entrepreneuriale, on va dire, c'est de pouvoir aller chercher les opportunités. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'anime moi un peu au quotidien. Je suis sur une mission, je suis super content de ma mission, c'est stable, je suis en train de mettre les choses en place, etc. Et hop, je peux avoir une super opportunité qui arrive. Et j'ai cette possibilité-là de pouvoir répondre aux opportunités, d'être aussi au courant de beaucoup de choses de l'écosystème RPR en France, ou à Paris, en fonction de là où tu te situes. Mais tu te rends compte que le microcosme des freelances et des opportunités qu'ils peuvent avoir, il n'est pas énorme et donc tu es au courant de beaucoup d'informations. Là où quand tu es en salariat un peu plus classique, où tu es sur ta mission et tu es focus sur ta mission, tu peux pas voir tout ce qui se passe autour de toi. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est de se dire je peux avoir de la liberté mais j'ai aussi du risque. J'ai de l'information et j'ai une capacité à pouvoir scale aussi qui est peut-être plus intéressante. En contrepartie de ça, j'ai du risque qu'il faut jamais oublier. Et une chose qui est très importante, c'est être freelance, c'est pas fait pour tout le monde. Donc faites attention, ne vous dites pas juste parce que beaucoup de gens vont vouloir y aller pour peut-être un aspect financier, mais je peux vous dire que je connais des gens qui se sont mis en tant que freelance et qui ont mis plus de 6 mois à trouver leur première mission. Et donc financièrement, quand ils ont fait leur moyenne sur la première année, c'était pas forcément intéressant. Si c'est le pur financier qui vous intéresse, c'est un pari un peu trop risqué à mon sens. Il faut qu'il y ait d'autres plus-values dans le fait de vouloir être freelance. Et donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Je connais des personnes qui pourraient être d'excellents freelances, mais qui me disent, voilà, moi je suis très bien dans ma mission, dans mon CDI, je suis tranquille, je j'ai pas envie de bouger de là. Donc c'est une première question à se poser à soi-même, c'est pourquoi on veut être freelance? Une fois qu'on a commencé à trouver le pourquoi, on peut commencer à faire les next steps qui vont être les comment arriver au monde du freelance et au monde de l'entrepreneuriat. Ok, si tu peux donner trois valeurs pour toi, pour que tu peux dire si ces trois valeurs il existent pour Yad, c'est que c'est un profil pour être freelance. Pour donner un peu plus des idées aux gens qui se posent la question, mais en fait, oui, l'aspect financier ça m'intéresse, mais est-ce que moi je peux vraiment fit in dans le monde de freelance ou pas? Alors, il y a un premier point qui n'est pas forcément une valeur, mais c'est vraiment ta relation au risque. Ça, c'est un premier point que pour moi, il faut prendre en compte sur le fait, ben, Mhm, quand je disais que tu peux rester sans rien et que tu dois pouvoir te permettre de ce truc-là. Donc, c'est un peu une aversion au risque que tu dois avoir. La mhm, deuxième chose pour moi, c'est un peu cette liberté, même si c'est pas vrai à 100% que parce que tu es freelance, t'es libre. Ça, faut pas le croire, mais c'est un peu ce point-là.
Et la troisième chose, c'est un peu un goût de l'aventure. Ça, c'est vraiment centré sur ma vision à moi. Tu peux être freelance et rester chez un client, généralement, c'est pas plus de 3 ans, mais tu peux faire des cycles de 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, et donc ne jamais changer forcément de client. Moi, je suis plutôt un profil, Sylvain disait son profil, moi, je suis plutôt le profil de celui qui a essayé d'enchaîner beaucoup de clients en même temps, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est vraiment cette aventure-là de pouvoir récupérer des nouvelles opportunités. Ok, et je rajoute ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'esprit entrepreneuriat aussi qui doit être très très présent pour que la personne elle puisse mieux gérer sa mission et voilà, sa carrière en tant que freelance. Bah, merci Sachant beaucoup, qu'il Pierre. y a un point pardon, important qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je suis sur un modèle solo entrepreneur où je suis Mhm. seul. Là où si tu as une structure et tu commences à avoir des salariés, c'est aussi un autre pli à prendre, un autre mindset et d'autres aventures aussi qui vont être très différentes aussi. Donc moi, je reste vraiment sur une vision freelance solo entrepreneur et pas forcément la personne qui a passé l'étape d'après, qui a scale et qui peut aujourd'hui se dire bah, j'ai envie de commencer à mettre en place ma structure avec mes salariés, etc., etc. Ouais, on a une question par rapport à ça justement après, donc on revient sur cette partie-là plus tard. Et Yes. j'aimerais bien avoir un peu l'idée de Franck par rapport à c'est quoi pour toi, Franck, être freelance? Toi qui commences à faire cette Oui, transition. tout à fait. Pour moi, être freelance, c'est simple. C'est comme le mot le dit, free, la liberté. Moi, je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà remarqué. J'ai un esprit assez libre. J'aime bien Mhm. comme ça naviguer sur des choses, tenter, expérimenter. Et même en termes de techno, j'aime pas rester bloqué sur un techno. J'aime expérimenter, même si j'ai une base. Mais de temps en temps, et ça, généralement, c'est pas toujours possible parce que c'est pas toi qui as la roadmap des produits à utiliser, à ne pas utiliser. Donc, tu es un peu bloqué. Et puis, en tant que freelance, bah, tu auras cette liberté. À un moment donné, tu te sens capable, que tu es suffisamment à l'aise sur un techno, de répondre à une mission, de l'apprendre. Et puis, si tu es plutôt en mode éducation, bah, passer des cours. Et puis, parfois aussi, juste suivre ce que le marché te propose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup Mhm. plus de surprises par rapport à ça. Et puis, il y a aussi l'effet de levier que j'aime dans l'aspect freelance. Ça veut dire que bah, si tu travailles plus, tu gagnes plus. Si tu travailles moins, tu gagnes moins. En fait, ta performance, elle est intimement liée. Tes finances aussi sont intimement liées à ta performance. Même si je reviens sur le point qu'il y a à soulever, euh, qui sont les deux points importants pour moi, c'est si tu pars que pour les finances, ça va pas te plaire. Moi, je pars aussi pour la liberté. J'ai pas de contrainte à ne pas faire deux chefs en même temps, pas deux chefs, mais deux clients en même temps. J'ai pas de contrainte à changer. En fait. Et puis, moi, j'ai un rapport très sain au risque. En fait, ça me dérange pas de me planter, de ne pas réussir. C'est pas grave. Donc, de toute façon, le pire qui puisse m'arriver, c'est chercher un autre boulot. Donc, et je me dis aussi, ça, c'est maintenant qu'il faut le faire avant que je puisse avoir beaucoup plus de contraintes. Pour moi, c'est vraiment c'est comme un terrain de jeu, expérimenter tout ce que j'ai en tête, vendre un livre sur, je ne sais pas, sur UiPath, tenter, en fait, il faut être freelance pour pouvoir le faire. Je ne vais pas penser à écrire un livre pendant un moment, et puis d'un autre côté, passer des cours, d'un autre côté, faire une mission. C'est pas possible. Donc, c'est pour cela, bah, j'ai un peu choisi aussi de basculer. Très bien, c'est avoir vraiment cette liberté de gérer tes finances toi-même et de pouvoir faire ce que tu veux faire sans C'est être ça, c'est contraint ça. par d'autres facteurs, quoi. Par exemple, si j'estime que j'ai assez travaillé, que j'ai envie d'aller en vacances sur la montagne, bah, que je pars un mois, 2 mois, me ressourcer. Voilà, c'est ça. Hmm. Avant de continuer, j'aimerais juste poser une question. Ça me vient là suite à ce que tu viens de dire, Franck. Si vous voulez bien nous dire dans le chat s'il y a des freelances avec nous aujourd'hui ou s'il y a des personnes qui pensent vraiment sérieusement à faire cette transition, ça va nous permettre de comprendre un peu les différents profils. Et n'hésitez surtout pas à mettre vos questions dans le chat. On va tout lire. Et du coup, je passe à Sylvain. Sylvain, pour toi, c'est quoi être freelance? Bah, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, hein. J'aime bien quand Yas dit freelance c'est un mindset, c'est exactement ça. Je pense que freelance, pour moi, c'est savoir se débrouiller. Savoir se Hmm. débrouiller pour trouver des missions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu commercial. Je connais beaucoup de freelance et moi-même, on aime plutôt passer du temps sur du développement plutôt que faire du commercial. On n'a pas le choix. C'est savoir se débrouiller pour gérer tout l'administratif, les statuts, etc. On en parlera tout à l'heure.
C'est se débrouiller aussi pour relancer lorsque les clients ne paient pas, gérer la facturation. Ça, c'est aussi être un peu responsable des achats de sa propre structure. Et après, c'est aussi se débrouiller pour être toujours un petit peu en amont de ce qu'il y a sur le marché. Un freelance, s'il doit toujours être à la pointe de son expertise, il doit aussi sentir ce qui va arriver sur le marché, ce que les clients vont demander. Donc en fait, il faut se débrouiller pour être assez à l'écoute, se former assez régulièrement pour pouvoir être toujours dans une position qui justifie le fait d'avoir un freelance. Comme l'a dit Yad, en fait, on est la première personne qui se fait éjecter en termes de coupe budgétaire. On est sans cesse généralement sous pression parce que voilà, on est des ressources externes, donc on n'est pas la priorité pour les entreprises. Donc il faut toujours qu'on justifie notre valeur, ce qui met une pression qu'il faut savoir supporter. Il faut se débrouiller pour gérer la pression, mais qui est aussi saine. Et enfin, je pense qu'il faut aussi se débrouiller sur d'autres aspects, hein, ce qui est aussi avoir un réseau, maintenir son réseau, avoir une sorte de personal branding, parce qu'en fait, ce qu'on vend, c'est nous-mêmes. On ne vend pas dans une société, on vend nous-mêmes, on vend nos compétences. Et donc, il y a tout un réseau à maintenir, à entretenir, qui est aussi quelque chose qui est important et qui n'est pas forcément évident lorsqu'on réfléchit à devenir freelance. Très bien, merci beaucoup Sylvain. On continue avec toi du coup pour la question suivante. Avec tout ce que tu viens de donner, j'ai vraiment noté beaucoup de gestion de risques. Il faut se débrouiller, il faut avoir un bon réseau, il faut le maintenir et tout. Et donc la question c'est pourquoi tu as décidé de passer à freelance, sachant que tu connais un peu tous ces risques-là. Alors, moi, je suis passé freelance parce qu'à un moment donné, je me suis dit, comme je l'ai dit, j'ai commencé l'RP en 2016. C'était assez tôt sur le marché français. J'avais fait du dev, enfin, avant, j'ai fait du dev en RPA, j'ai fait de l'analyse de process, j'ai fait de la formation. Du coup, je me suis dit qu'en fait, j'avais plus besoin d'avoir un cabinet de conseil pour trouver des missions, je pouvais le faire moi-même. Et c'est vrai que quand je suis passé freelance, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de demandes, il y avait peu de profils freelance, il y avait peu d'experts sur UiPath et sur d'autres technologies, donc il y avait vraiment le marché. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé. Et j'avais envie en fait de faire autre chose. Après avoir fait 3 ans dans une entreprise, j'avais envie d'avoir un nouveau départ, de me challenger davantage. Et j'avais envie voilà, de voir ce que je pourrais donner si je me débrouillais par moi-même. C'était vraiment l'envie voilà, de changer d'air, de faire quelque chose de nouveau, peut-être aussi de quelque chose d'un peu plus motivant, parce que quand on est freelance, en fait, on travaille vraiment pour soi. À la fin, ce qu'on facture, c'est après impôt et tout, on pourra en reparler, mais c'est ce qu'on encaisse. Donc il y a vraiment aussi une vraie satisfaction de travailler pour soi-même et pas forcément pour une entreprise, une grosse société dans laquelle parfois on peut se sentir comme étant un numéro et complètement interchangeable. Donc moi, c'était vraiment ça, c'était l'opportunité que je voyais, que je me suis dit, en fait, je peux la saisir, et l'envie de faire autre chose et de tester autre chose. Super, merci Sylvain. Je passe à Yad. Yad, tu disais que tu étais aussi salarié quand tu as commencé à travailler sur la RPA et après tu as décidé de passer en freelance. Du coup, pourquoi tu as fait cette décision? Moi, je pense que c'était vraiment un peu dans le sens de ce qu'a dit Sylvain, c'était de me challenger et voir ce que je pouvais faire. Euh, J'arrivais sur un moment où j'essayais de faire une décision un peu pragmatique sur quelle est la plus-value pour moi de rester salarié. Et Mhm. en vrai, il y a beaucoup de plus-value à être salarié dans un groupe. Ça, c'est vraiment, en dehors même de la sécurité de l'emploi, etc. Si vous êtes dans un grand groupe avec une vraie équipe RPA, ça veut dire que théoriquement, vous avez aussi un sorte de réseau qui est aussi là pour vous soutenir. Alors que quand vous allez être freelance, vous êtes seul et vous êtes souvent l'expert. Donc, il vous faut être sûr d'être suffisamment mature sur votre technologie et d'être capable de pouvoir aller en front avec un client et de lui dire, oui, écoute, moi, je maîtrise la solution et je peux te rapporter mon expertise parce que ce que vous vendez, c'est votre expertise et votre temps. Au final, c'est ça que vous allez vendre. Et aujourd'hui, et donc j'étais arrivé à un moment où je me disais, OK, j'avais suffisamment de réseau, non pas côté client, mais côté développeur, côté communauté, avec pas mal de gens que je connaissais qui étaient dans le monde de la RPA. Et je me dis, OK, niveau réseau, je suis backupé. Si jamais j'ai un problème technique ou quoi, je sais que j'ai des amis qui peuvent qui peuvent m'aider. Niveau technique, j'avais suffisamment confiance en moi pour me dire, OK, je peux aller en front avec un client, lui pitcher c'est quoi une solution RPA, lui peut pitcher une solution, que ce soit d'un point de vue purement business, d'un point de vue technique, d'un point de vue architecture, etc., etc. Et je dis, OK, ben maintenant, je vais essayer de voir à quel point je suis capable ou pas de pouvoir me lancer dans cette aventure-là et à quel point mon profil est intéressant ou pas. C'est vraiment parti dans cette dynamique-là et en me disant, comme l'a dit Franck tout à l'heure, que dans le pire des cas, bah, je démissionne. Si au bout de 6 mois ou un an, ça fonctionne pas, ben, la pire situation qui peut m'arriver, c'est de revenir salarié, donc redevenir là où j'étais déjà. Donc il n'y avait pas de grosse
de gros risques à mon sens. Donc vraiment le truc c'est le challenge, se dire est-ce que je suis suffisamment à l'aise avec ma technologie, avec mes connaissances et avec mon background pour pouvoir essayer d'y aller moi-même en front, en direct. Et pour moi, j'avais pas forcément encore besoin d'avoir une entreprise qui me cadre et qui m'accompagne et qui me forme et qui me fait grandir en fait. Donc c'est un petit peu aussi ce truc-là de se dire que on apprend toujours. Est-ce qu'il y a un moment où on fait un trade-off entre se dire je suis backupé par une structure qui va pouvoir, même si je fais une bêtise, être là pour moi et qui peut me soutenir, versus être seul et avoir de nouveaux challenges. Et quand on pense qu'on est suffisamment mature pour pouvoir passer le seuil, passer le cap, eh ben, on peut y aller et du coup se lancer et voir ce qu'on vaut. Et encore une fois, après, c'est le marché qui va décider. On peut penser qu'on est le meilleur et on va pitcher, comme disait Sylvain, on est le meilleur techniquement, on passe en entretien devant un client, le client dit ce mec il sait pas aligner de phrases, c'est bon, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui je communique, on passe pas. Des fois c'est aussi simple que ça, tu vois. Et des fois ça peut être, on en parlera peut-être, je pense par la suite, on veut se pricer trop haut et donc on n'a pas la mission alors on est le profil parfait, etc., etc. Donc c'est tout ça, c'est des choses qu'on essaye, qu'on va se tromper, qu'on va apprendre et petit à petit on va essayer de faire un market fit pour pouvoir après se projeter sur le marché et l'industrie qui va nous correspondre. Super, merci Ed. Là, je passe à la question suivante avec Franck. Franck, tu viens là, tu es en cours vraiment de transition et tu as choisi de passer vers le freelance. Pour toi, on a répondu quand même un peu tout à l'heure hein, par rapport à cette question, mais pour toi, est-ce que n'importe qui pourra être freelance et est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que vraiment je suis un profil capable ou comme disait Yad, il se sentait à un certain moment suffisamment sûr de ses capacités, de son réseau et tout pour commencer. Est-ce que pour toi, n'importe qui peut être freelance? Tu t'es posé cette question, est-ce que Franck, il peut être freelance ou pas? Oui, forcément, en fait, la question se pose. Évaluer ses capacités techniques personnellement, c'est pas toujours un exercice facile. Je pense qu'on prend confiance après Hmm. avoir enchaîné un certain nombre de projets et on se dit, bon, globalement, j'ai pas de difficulté, ça va continuer. Mais c'est pareil, hein, c'est un peu réunir les ingrédients. Moi, je suis très actif dans la communauté. Donc ça, c'est le point à se dire qu'est-ce que j'ai l'endroit où poser la question au cas où ça coince. Ça, c'est un point de cocher. Et puis, d'ailleurs, avant de passer freelance, j'ai échangé avec pas mal de personnes qui l'ont déjà été, notamment Yad, même Sylvain, pour pouvoir un peu être sûr. Mais j'en parle, je pense que vous connaissez, c'est une histoire dont j'en parle, ça fait des mois et des mois, avant vraiment de se dire, bon, là, j'y vais. Hmm. Moi, je pense que côté compétences techniques, bah, tu check un peu, hein, après avoir fait un certain nombre de projets, et puis tu as un backup, et puis tu as aussi avoir aussi le côté un peu communication qui est important, parce que si le client ne comprend pas ce que tu fais, quelle que soit la beauté de ce que tu as fait, c'est toujours compliqué. Techniquement, tu peux être bon, mais si la doc elle est pourrie, bah, le client ne pourra pas s'approprier la solution. Ça ressemblera à une solution, à une mauvaise solution, alors que la solution de base, elle est bonne. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs freins. Donc, moi, je pense qu'il est mieux de travailler un peu sur ces freins-là. Si on peut encore améliorer sa com, bah, améliorer la com. Moi, par exemple, je sais que je ne suis pas fort en marketing, que j'irai pas comme ça démarcher de façon directe un client. Bah, du coup, je sais qu'il faut que je maximise sur du content marketing. J'essaie de donner un peu plus d'énergie sur mon profil LinkedIn, mettre des choses pour essayer d'avoir beaucoup plus d'entrants et de traiter ces entrants-là. Je pense que là, c'est pas fait pour tout le monde. Si on veut vraiment le faire, bah, faut se donner les moyens. Faut peut-être améliorer certains des aspects. La technique, c'est pas tout. Faut aimer le marketing, faut aimer le business, pour faire simple. Faut aimer le business, la transaction, faut aimer ça. Sinon, je pense que dans certains cas, ça sera le dernier point. Moi, je pense que dans certains cas, les gens se font parfois des films. Dernièrement, Yael m'a envoyé un outil et je me suis dit que, pour faire simple, hein, il y a certains salaires qu'on me propose aujourd'hui. Pour moi, ça sera plus intéressant de passer salarié si mon TGM est à moins de 450 euros. Hmm. Tu vois. Quand tu fais la tu as dit que tu arrives au même revenu dans l'hypothèse où tu travailles 20 jours par mois sans les risques du freelancing. Donc, c'est pour cela, si tu ne viens pas pour l'état d'esprit aussi, c'est compliqué parfois quand tu arrives à ce niveau-là. Donc, c'est pour cela que je comprends ceux qui ont qui ont un super profil, qui décident d'y rester. C'est pas non pas un choix, ça reste un choix intéressant aussi. Ok.
Moi, ce que je retiens, c'est en fait, c'est que ce n'est pas pour tous et qu'il faut pas avoir ce préjugé. On a juste besoin d'un peu plus de salaire et d'un peu plus de liberté. On va aller directement, hop, prendre freelance. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des risques autour et que peut-être, si on commence à faire dès les premiers mois, on va se rendre compte si ça marche ou ça marche pas pour nous. Ouais. Nadia, pour enchaîner, tu as parlé des risques. Il y a une question dans le chat. Pensez-vous que passer en portage, c'est une bonne démarche pour pouvoir après peut-être commencer en freelance? C'est effectivement ce que vous pensez, Franck, Sylvain, Yad, que passer en portage salarial avant peut-être nous permet de mieux connaître les démarches légales ou administratives avant de passer directement, se plonger dans le monde de freelance et faire toute la démarche administrative, facture, etc., tout seul. J'ai Sur la envie de partie reposer. risque, à proprement dit, Oui. enfin, ça dépend de ce qu'on appelle comme risque. Il y a différents types de risques. Le premier risque évident, c'est de ne pas trouver de mission. Et donc, si tu n'as Mhm. pas de mission, d'être en société de portage, en auto-entrepreneur, de créer ta structure, d'être en EITP, ça sera le même risque. Donc, ce risque-là, tu ne le diminueras pas en fonction de ta structure juridique. Le risque que tu minimises avec une société de portage, c'est ce que Sylvain disait sur la partie paiement, la partie trésor proprement dit, et la partie administrative pure. Enfin, l'administratif pur, c'est pas un risque, c'est une contrainte. La partie paiement, ça peut être un risque. Moi, j'ai déjà eu des clients qui payaient un peu plus tard que prévu. Donc, j'étais quand même content de ne pas avoir à gérer cette partie de trésor parce que j'ai des sociétés de portage qui faisaient mes avances sur salaire sans attendre d'être payés de leur côté. Donc, ça peut être un risque que tu diminues parce que en fait, c'est la société de portage qui va relancer le client et qui va courir après pour avoir son argent. Donc, ça, c'est peut-être le petit risque que tu diminues. Mais pour moi, le risque principal quand tu es freelance, c'est de ne pas trouver de mission et de rester un peu sans rien, tu vois. Et ce risque-là, quelle que soit la structure juridique que tu prends, il restera le même à mon sens. D'accord. Juste une question qui s'enchaîne parce que je reçois toujours cette question de pas mal de personnes. Parfois, il y a des entreprises ou des sociétés de portage qui t'aident à trouver une mission. Est-ce que ça existe dans le domaine de la RPA? Pour moi, ça a été, c'est vrai sur des technologies plus mainstream, tu vois. Des développeurs Java, ouais, les sociétés de portage, elles ont plein d'autres de développeurs Java, donc ça ira. Quand tu es sur une niche un peu comme on l'est, parce que même s'il y a beaucoup de boîtes qui en veulent, ça reste une niche, la RPA. Moi, en tout cas, j'ai pas, enfin, même pas, non. Je suis en train de réfléchir, j'ai peut-être eu une fois, mais c'est très rare, à mon sens, que la société de portage, c'est elle qui va t'amener la mission sur notre type de technologie et de profil. Si tu es data scientist, oui. Moi, j'ai des potes qui sont data scientists, qui sont dans le test automatisé. C'est tellement répandu, il y en a tellement partout, qu'au final, les sociétés de portage ont beaucoup d'offres et donc elles vont pouvoir aussi t'aider à closer ton premier client, quoi. D'accord, parfait. Bah, Franck, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je sais que tu viens de commencer. Est-ce que tu as pensé à passer plutôt au portage au début ou non? Non, moi, euh, pour faire simple, comme on a dit, c'est l'état d'esprit qui comptait. Quand on veut sauter du parachute, on ne cherche pas d'autre protection pour vraiment sauter. Et moi, je veux vraiment, vraiment la liberté, pas de protection, pas de surcouche. Je veux y aller comme ça, from scratch, et j'adapterai par rapport à ce que j'apprendrai sur le terrain. Et ça rejoint aussi tout ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au premier truc, c'est qu'il faut avoir une bonne gestion de risque. Il faut accepter que il y a beaucoup de risques qui peuvent arriver dans le freelance, contrairement à ce qu'on peut trouver au salariat. Et c'est là où cet esprit de si tu as un peu peur de prendre ce risque ou si tu n'as pas cette culture, c'est un peu compliqué de commencer en freelance tout simplement. Je sais pas si Sylvain, tu as d'autres idées par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé quand j'ai débuté freelance. Je pense que c'est assez évocateur. Donc déjà, freelance, pour répondre à la question, est-ce que c'est adapté pour tous? Je pense qu'il faut se poser la question, mais il ne faut pas trop se la poser non plus, parce que si on se pose trop de questions, en fait, on ne fait jamais rien et vous trouverez autant de Mhm. bonnes raisons que de mauvaises raisons de passer freelance. Donc à un moment Mhm. donné, il faut se jeter à l'eau en se disant, bon, quel est le risque que je prends et est-ce que je peux redevenir salarié facilement ou pas? Ça, je pense que c'est la question de base qu'il faut se poser. Mhm. Après, on parlait du risque en tant que freelance. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis passé statut freelance au mois d'août. C'était en 2019, si je dis pas de bêtises. J'ai mis du temps à trouver une mission. Septembre, octobre, il se passait pas grand-chose.
J'ai commencé une première mission où j'étais à 10% de mon temps. C'est pas énorme, hein. Mais c'était intéressant. J'ai commencé en novembre. Je n'étais pas en portage salarial, ni rien. Moi, je passais directement. Mois de novembre, je crois que j'ai été payé en mars de l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de trésorerie, il faut être assez solide. Et je connais beaucoup de freelances qui se lancent en ne pensant pas du tout à ce point-là, parce que quand on est salarié, en fait, on a la paie à la fin du mois. Qu'on ait une mission, qu'on n'ait pas de mission dans une ESN, on est payé. Quand on est freelance, on a des contrats, souvent c'est paiement en 45 jours à fin de mois. Et si vous n'êtes pas enregistré dans la société, le temps qu'ils vous enregistrent dans les systèmes, qui vérifient tout, ça prend 2 mois supplémentaires. Et vous allez avoir du mal à aller dire à votre premier client, tu es en retard de paiement, je peux te demander une pénalité de, je ne sais plus combien c'est, 10 euros, machin, alors que c'est votre client et que vous n'êtes pas dans une position facilement, vous pouvez négocier. Donc ça, il faut garder à l'esprit. Et après aussi, le risque, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'avais pris une mission qui me semblait absolument pas jouable avec l'RPA. Le client a insisté, j'ai fait OK. Bon, en fait, j'ai arrêté au bout de 2 semaines parce que c'était clairement pas faisable avec l'RPA. Je l'avais dit avec mon client qui avait insisté. Donc, il y a aussi ces choses à prendre en compte. Trouver la mission, trouver une mission qui correspond à ce qu'on veut faire et qui nous plaît. Et ensuite, la gestion de la trésorerie, le risque associé, c'est des éléments importants. Super, merci Sylvain. On passe à la question suivante. Justement, par rapport à est-ce que c'est facile ou pas, et ça rejoint exactement la question que Oumaima vient de poser, de passer d'un statut salarié à freelance, tout en considérant toutes les démarches, tout ce qui est administratif, la gestion, le fait que le salaire, il n'y a plus de salaire justement, et que tu peux être payé des mois plus tard, comme Sylvain vient de le dire. Je te laisse Sylvain continuer par rapport à ce point-là, parce qu'on est dans le même sujet, si tu veux bien. Je pense qu'on a perdu Sylvain, donc je passe à Yad. Ok, alors du coup, je vais essayer de vous donner une story qui est un peu plus joyeuse que celle de Sylvain. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé ma micro-entreprise. Je pourrais peut-être vous donner un petit les steps que j'ai fait. J'ai créé ma micro-entreprise le 1er avril 2020. Donc Mhm. j'aime bien le 1er avril pour le poisson d'avril, donc je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et donc je l'ai créé et concrètement, une semaine après, tu es opérationnel, tu peux commencer à facturer du client si tu as envie. Et j'avais Ok. déjà un premier client qui était intéressé à ce moment-là, mais j'étais encore en salarié en fait. On va dire. Donc en fait, j'étais en mode préparer ma transition, je crée mon entreprise et on verra ce que je pourrais faire par la suite. Donc je fais ça. Je commence à essayer un petit peu de démarcher, de voir si mon profil est intéressant. Donc, je publie mon profil sur certains sites. Il y a des gens qui commencent un peu à me contacter, etc., etc. Et il y a une chose qui va être très importante et que vous allez tous savoir si vous voulez se lancer en freelance, c'est que vous avez tous une notice période. En français, c'est un préavis de départ de 3 mois. Et il n'y a aucun client qui va vous attendre 3 mois. Même si vous êtes le meilleur des profils, l'expert intergalactique, ils voudront toujours avoir quelqu'un dans maximum un mois. Donc le premier moment un petit peu de friction, c'est le fait que quand vous allez vouloir passer du salariat au freelance, comme l'a dit Franck, il faut sauter le pas. Il faut arracher le sparadrap et se dire, allez, c'est parti, vamos, on va voir ce que ça va donner. Du moment que vous aurez ce truc des 3 mois de préavis, 3 mois de préavis, vous ne pourrez jamais closer votre premier client. Et moi, la grosse chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai fait mon préavis de départ, bon, à la base, je pouvais partir au bout d'un mois. J'avais déjà 2 clients qui voulaient me prendre. Donc j'étais en période de négociation avec ces clients-là. Vous m'attendez un petit peu, je négociais avec la boîte pour que je puisse la quitter tranquillement. Et j'avais proposé un deal, et c'est sur ce deal-là que j'ai commencé. Ça a été au départ sous-traiter avec la boîte pour laquelle je bossais et ensuite pouvoir passer en tant que freelance. Donc moi, j'ai eu une transition qui était super smooth. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce truc-là, que avant même de passer en tant que freelance à proprement dit, j'avais déjà plusieurs clients qui étaient intéressés par mon profil. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, bah moi, il faut vraiment que j'accélère sur le passage en tant que freelance. Hmm. Une Et la fois que j'ai fait question, ça, oui, vas-y. j'aimerais bien te poser la question. Là, tu viens de dire que tu as lancé ton entreprise et après, directement, tu as commencé à avoir tes clients et tout, même avant de finir ta période de préavis. Là, la question, c'est plutôt combien de temps à peu près, là, je suis une personne qui se dit, c'est bon, je vais basculer, je vais devenir freelance, c'est ce que je voudrais faire. Combien de temps ça prendra pour préparer tout ça, préparer le terrain, les éléments, tout ce qu'il faut pour Alors, vraiment commencer à avoir les premiers clients? euh, si je te parle d'abord d'un point de vue administratif, Ouais. administratif, c'est instantané.
C'est-à-dire que dans le chat, il y a eu la question qui a été posée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé ma boîte en tant qu'auto-entrepreneur. Et à côté de ça, j'ai aussi signé avec une boîte de portage salarial. L'avantage, Hmm. ça me permettait que pour les petites missions, je passe par un mode d'auto-entrepreneur sur lequel j'ai moins de taxes, je paye juste un 25% d'URSSAF et je suis content. Et versus quand je passe avec la boîte de portage salarial, où là, on donne la moitié à l'État, la deuxième moitié, c'est pour toi. Donc, j'avais les deux qui étaient possibles. Donc ça, auto-entrepreneur, tu crées le profil en une semaine, tu as tout ce qu'il te faut. Et boîte de portage salarial, c'est juste un contrat que tu vas signer avec une boîte. Donc ça aussi, c'est très rapide, c'est instantané. Donc la partie purement administrative, ça, c'est super rapide. Ensuite, la timeline pour pouvoir te dire quand est-ce que tu auras tes premiers clients, ça va être un peu de la chance. Par contre, il y a des périodes sur lesquelles il faut un petit peu être stratégique. Typiquement, quand Sylvain me dit il a créé sa boîte en août, il a été téméraire. L'été, il n'y a personne qui travaille. Donc, s'il n'y a personne qui travaille, il n'y a personne qui est embauché, il n'y a aucun client qui est. Tu peux pas closer du client. Donc, en fait, tu as des périodes dans l'année où tu vois que tu as des pics d'activité. Typiquement, moi, je sais que généralement, vers septembre-octobre, enfin, si je reprends l'année plutôt, euh, c'est mort pendant l'été, c'est très très calme. Décembre, c'est très très calme. Janvier, les mecs, ils reviennent des fêtes de fin d'année, ils sont en train d'avoir leur budget, ils savent pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas encore. Février, mars, avril, là, on commence à avoir pas mal d'opportunités, c'est très dynamique. L'été, ça redescend. Et après, septembre, octobre, pour moi, généralement, j'ai un petit peu des remontées d'activité et après, ça redescend. C'est un petit peu ça, moi, mes cycles. Donc, si je peux vous donner un conseil de comment essayer de passer de façon un peu plus smooth sur votre passage en freelance, si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui correspond à vos attentes, c'est de vous vous caler sur un truc où vous vous dites, OK, j'aimerais pouvoir commencer à chercher du client en mois de février. OK, peut-être que je mets mon préavis de départ en décembre. Comme ça, j'ai mes 3 mois de préavis de départ. En plus, vous aurez la chance d'avoir votre bonus de fin d'année avec votre entreprise, qui est souvent un truc à pas rater parce que si vous démissionnez avant, vous n'avez pas vos bonus ou vos variables. Donc, si vous pouvez finir votre année et vous avez tous vos bonus financiers, tout ce que vous voulez, et vous commencez la nouvelle année avant d'avoir fini votre contrat, vous pouvez commencer à démarcher. Et là, ça va être vraiment le point le plus important pour moi, c'est que sur votre dernier mois d'activité avec votre entreprise, rien ne vous empêche de commencer à répondre aux offres de freelance et à essayer de pousser votre CV. Les clients, généralement, sont prêts à vous attendre un mois. Donc, sur cette période-là, vous pouvez essayer d'être le plus rapide possible et d'essayer de closer votre premier client. Super, merci Yad. Je passe à Franck qui est actuellement en période de transition. Et de ce que j'ai compris d'Yad, septembre, novembre, octobre, c'est déjà pas mal pour l'activité. Donc je suppose que tu as choisi la bonne période, Franck. Comment tu la vis cette transition? Est-ce que tu la trouves simple, facile? Est-ce que tu avais les bonnes informations, ressources pour commencer ce changement ou c'était un peu dur, quoi? Non, c'était pas du tout dur. À partir du moment que on est bien entouré, on a passé Mhm. des longues sessions d'échanges avec Iyad, avec Sylvain, avec d'autres personnes. Et puis, je pense que même au sein de la communauté, quand on a un peu de réseau, on a déjà des missions qui nous sont proposées. En fait, moi, Mhm. moi, j'ai eu des missions avant. J'ai eu des missions avant qui me sont proposées. Du coup, je me suis même pas posé des questions sur les dates, tout simplement. Mhm. J'entends depuis tout à l'heure le réseau, le réseau, le réseau. Du coup, si une personne ne fait pas forcément partie d'un grand réseau ou elle ne fait pas partie d'un réseau de freelance, déjà avant de commencer ses démarches, il faut qu'elle soit créée, soit fait partie d'un réseau qui va lui permettre d'avoir un peu plus accès à l'information ou à l'opportunité, si j'ai bien compris. Oui, après, Phil a la chance que sa boîte de consulting le recrute en tant que freelance. Ça peut être, c'est une possibilité aussi qui est ouverte. Il peut démarrer Mm. par là. S'il veut pas intégrer un réseau, ou il repart chez un ancien client qui avait bien apprécié son travail, mais qui veut pas repartir avec, ça aussi, ça dépend des clauses qu'il y a entre le client, l'ancienne boîte, où est-ce qu'il a travaillé, le client, est-ce qu'il y a des clauses qui l'empêchera de faire ça. On peut démarrer son réseau. Après, on fait un peu comme Sylvain. On reste un peu le Mhm. client qui nous signe pour. Moi, je connais quelqu'un dans un autre domaine qui est chez un même client, ça fait plus de 3 ans. Il se démerde à ce qu'il revienne au bout d'une année de pause ou 6 mois de pause. Ça va faire plus de 7 ans qu'il est chez le même client. Mm. Donc, ça dépend. Il y a tellement de cas. En fait. Il faut juste se lancer et se poser des questions après. Super, merci Franck. Et vu qu'on parle là des clients, des missions, j'aimerais bien poser la question à Sylvain après le départ un peu compliqué en été. Sylvain, comment tu réussis aujourd'hui à trouver tes clients? Alors,
Au début, quand j'ai commencé, je vais commencer par là peut-être, ça intéressera davantage. Mhm. En fait, j'avais de la visibilité sur les réseaux. J'étais sur Malte, j'étais sur LinkedIn, bien sûr, j'étais sur tous les types de réseaux où on peut avoir un peu de visibilité. Et en fait, vous avez des clients qui vont chercher des experts RPA sur ces réseaux-là. Donc moi, je sais que le premier client qui m'a contacté, il m'avait vu, je crois que c'était sur Malte. Alors, il m'avait pas contacté directement sur Malte, mais bon, c'est comme ça qu'il m'avait vu. Mhm. Aujourd'hui, comment je trouve des clients? Bon, j'ai pas mal de par mon réseau, parce qu'au bout de 3 ans, j'ai quand même réussi à créer un réseau dans pas mal d'entreprises pour faire des petites missions. Je trouve aussi des clients sur Malte. Typiquement, l'exception, au mois d'août, j'ai eu 2 missions sur Malte, complètement inattendues. Donc voilà, ça fonctionne. Et après, voilà, effectivement, essentiellement les réseaux. Moi, je suis dans une situation où je ne fais pas vraiment de démarchage proactif parce que j'ai de quoi suffisamment faire. Mais ce qui est important, je pense, si vous êtes, il y a plusieurs types de freelance en fait. Il y a des freelances qui vont travailler pour des grands comptes, des grandes entreprises. Là, ce qui est important, c'est de faire son réseau dans la grande entreprise pour justement saisir d'autres opportunités à la fin de votre mission ou faire évoluer votre mission. Et après, sinon, vous avez d'autres freelances qui vont travailler beaucoup plus sur des petites structures, genre start-up, PME, où il y a des besoins d'automatisation, mais qui ne sont pas forcément déjà adressés. Et donc souvent, vous avez des personnes comme ça qui vont vous contacter. Et là, ça se passera plus par Malte ou directement sur LinkedIn. Vous pouvez participer aussi à des forums de jeunes entrepreneurs, de PME. Comme ça peut aussi vous élargir votre réseau et partager votre expertise et potentiellement trouver des clients par ce biais-là. Merci Sylvain. J'aimerais bien poser la même question à Iyad. Iyad, comment tu trouves tes clients? Moi, quand j'ai commencé, j'avais été démarché quelques fois sur Malte, justement. J'ai jamais réussi à closer un client sur Malte. Donc, faut que tu m'apprennes, Sylvain, comment tu fais. Je suis vraiment intéressé. C'est vraiment pas une blague en plus. Euh, alors, On va faire un il y autre a- événement sur Malte. ouais, Sylvain, c'est il va ça. utiliser On va les l'écran, il va inviter pour nous nous montrer. expliquer comment l'utiliser au mieux. Et ensuite, donc moi, en fait, ça a été au début, il y a des sites, genre Freelance Info, qui est devenu Free to Work, je pense, où je mettais mon CV dessus. Alors, j'ai essayé d'être proactif sur les annonces qui étaient publiées, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de site, les recruteurs, ou plutôt les chasseurs de tête, ils vont pas forcément publier l'annonce qu'ils ont, ils vont chercher les profils. Donc, créez votre profil, mettez votre CV, et c'est aussi le conseil que je donne moi aux gens qui hésitent à passer freelance, c'est de mettre leur profil et leur CV sur ce genre de site internet et de voir s'ils sont appelés. Et moi, c'est comme ça a été aussi l'un des premiers indicateurs qui m'a dit, OK, peut-être qu'il faudrait que je me mette en freelance, parce que quand j'ai mis mon CV sur ce site-là, je commençais à recevoir 1, 2 appels par semaine. Après, quand c'était un peu plus calme, c'était d'être un par mois. Mais je voyais qu'il y avait quand même une attente et que mon profil pouvait intéresser. Donc, n'essayez pas juste de répondre aux offres, parce que pour une offre publiée, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ne sont pas publiées, mais que peut-être que des gens vont vous contacter. Donc ça, c'est plutôt pour et ça, c'était l'émission Grand Compte que j'ai pu avoir. Ça a vraiment été en passant par ce biais-là. Donc c'est vraiment eux qui vont vous contacter. Donc c'est un porteur d'affaires qui lui est référencé chez le client, parce que voilà, moi si demain je veux aller travailler chez Société Générale ne travaillera pas avec moi en direct. Il faut être référencé chez lui, et donc ils vont passer par les porteurs d'affaires qui répondent aux appels d'offres en fait. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé à trouver mes premiers clients, et j'ai pu travailler en tant que sous-traitant pour des ESN. Donc en travaillant en tant que sous-traitant pour des ESN, et après je passe sur d'autres missions, ces mêmes ESN me recontactaient par la suite. Donc c'est comme ça que parfois ça m'est arrivé de faire des petites missions plutôt courtes de 20 jours de travail un peu en parallèle de mes autres missions. C'était juste, j'ai travaillé avec une ESN, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai choisi de passer sur une autre mission, etc., etc. Même eux, ça les arrangeait de pouvoir me remplacer par quelqu'un en interne. Bref, on reste il faut surtout garder de bonnes relations, parce que surtout le monde de la RP en France, il n'est pas non plus immense. Donc, essayer de garder une bonne réputation et d'avoir un bon réseau avec des relations saines. Et au fur et à mesure, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous donner. Et moi, c'est comme ça que je suis passé d'une mission à une autre. Ils ont eu un autre besoin, ils m'ont appelé. Quelqu'un avec qui j'ai été sur une mission qui est passé sur un autre client, ils m'ont dit, ah ouais, en fait, il y a besoin d'un profil, ils m'ont contacté, etc., etc. Et petit à petit, on commence à voir son réseau, et on passe par les canaux classiques, et on passe un peu par les canaux qui ne sont pas officiels, qui sont plus vraiment du pur réseau. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je pense que le travail sur le personal branding, il est super important.
que ce soit sur les publications LinkedIn, etc. Je pense que Franck, je suis pas d'accord avec le fait que tu n'es pas bon en marketing parce que tu fais pas mal de publications. Je trouve que tu as justement pas mal de rayonnement sur les réseaux. Et ça, c'est aussi une porte, c'est enfin, un levier plutôt, qui va vous permettre de pouvoir avoir plus de visibilité et de pouvoir closer. Et aussi d'être le plus pay forward possible, c'est-à-dire de donner le plus sans attendre en retour. Et donc, être actif dans une communauté, aider les gens qui sont un peu plus juniors, donner des conseils, faire des publications, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient plus vulgarisation, ça vous permet de, au fur et à mesure, donner un peu plus de force à votre profil. Et quand vous investissez sur les gens, ça peut arriver que vous ne savez pas si dans 2 ans, 3 ans, cette personne-là aura peut-être besoin d'un expert technique, il vous contactera directement, etc., etc. Donc, pour moi, ce que je dirais, c'est passer par les canaux classiques des grandes plateformes qui existent, essayer d'avoir le plus de visibilité possible et donner le plus possible. Et avec ces 3 ingrédients-là, un peu de chance aussi, vous finirez peut-être par trouver votre premier client et ça pourra matcher pour vous, quoi. Hmm. Et pour les grands clients, Yad, d'après ton expérience, comment rentrer chez un grand client pour la première fois si je n'ai pas fait une grosse mission avant en tant que freelance? Moi, c'était les appels d'offres et ça a été tous joué sur les entretiens. Alors, il faut que votre profil donne envie. Ah oui, n'hésitez pas aussi à adapter votre profil et à suivre les cours de UiPath qui fit avec le besoin du client. Quand on va vous contacter pour une mission, on va vous dire, voilà, par exemple, on me contacte pour une mission en tant que solution architecte. Bon, bah, super, quand je peux réadapter un petit peu mon profil, je vais suivre le cours UiPath Solution Architect, je peux le mentionner dans mon CV, j'essaie de mettre en avant mes expériences passées qui ressemblent un peu plus à Solution Architect et je pousse ce CV-là. C'est la première filtre des CV. Et ensuite, ça se joue sur l'entretien directement. Donc, c'est là où, comme Sylvain le disait, il faut savoir se vendre un minimum. Hmm. Et c'est encore plus difficile quand on est freelance parce que, par exemple, si vous travaillez chez une grosse boîte, genre un EY, Price ou Capgemini, ce que vous voulez, euh, même si vous êtes un peu moins bon sur l'entretien, il y a la force, l'attraction du grand groupe. Vous n'avez pas l'attraction du grand groupe. Donc, c'est-à-dire que c'est sur l'entretien que tout va se jouer. Donc, il faut savoir être suffisamment bon en entretien pour expliquer à la personne que techniquement, tu vas être suffisamment à l'aise pour délivrer et le mettre en confiance et avoir aussi des skills de communication. Et ça rejoint un petit peu la question de Rama dans le chat. Je pense que le fait d'avoir des skills de communication et de savoir travailler sa communication, savoir travailler le fait de savoir se vendre en entretien, ça peut être décisif. Et moi, je sais que typiquement, le poste que j'occupe aujourd'hui, là, depuis 2 ans, c'est une histoire qui est super drôle. Je suis arrivé pour dire non à la mission. Le gars, il est arrivé, il voulait me dire non pour me prendre. Et il commence, il me présente le poste. Je me dis, ah, attends, ce poste, il est super, peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Et de l'autre côté, donc j'ai réussi à me vendre au maximum d'un point de vue technique comme d'un point de vue gestion d'équipe. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir la mission que je suis aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça que il faut vraiment avoir un mindset qui est très ouvert parce que sur le papier, en partant chez ce client-là, je perdais à peu près, je crois, 15% de facturation. Donc c'était pas intéressant financièrement. On m'envoyait à l'autre bout du monde, je savais pas trop ce que ça allait se donner, etc. Et bref, le début de l'entretien s'est mal passé. Donc c'est pour ça qu'au final, il faut quand même prendre en main les opportunités. Et même un truc qui vous paraît pas fou, on peut y aller et on peut ouvrir des nouvelles opportunités. Et par rapport à un truc qu'a dit Franck juste avant, il faut aussi accepter de pas forcément être bien payé entre guillemets au début. Quand Hmm. Franck vous disait que lui, quand il fait ses calculs, s'il est sur un TGM en dessous de 450 euros, c'est pas rentable d'être freelance. Moi, c'est le premier TGM que j'ai eu, c'était 450 euros. Alors que j'étais facturé au client, je crois quasiment 800 euros. Mais j'ai accepté pour pouvoir démarrer ma première mission, de me dire, OK, c'est pas grave. Parce que comme on l'a dit aussi, c'est pas que j'étais pas que drivé par la partie monétaire. Donc je me suis dit, OK, c'est pas grave. Déjà, 450, c'était mieux que mon salaire que j'avais à ce moment-là. Mais j'ai envie de mettre mon premier pied dans le monde du freelancing. Et j'ai déjà discuté avec des gens qui voulaient sauter le pas, mais qui voulaient directement des TJM à 550, 600, 650. Et calm down, les gars. Allez-y step by step, parce que si ton but c'est vraiment de facturer à fond, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités qui au final peuvent devenir très intéressantes. Et ça m'est déjà arrivé, moi, d'être chez un client, ça se passe super bien, et au bout de 3 à 6 mois, on renégocie le TJM parce qu'il s'est vraiment très intéressé pour te garder. Et on m'a même proposé une fois de m'augmenter de 30% pour pas que je quitte une mission. Donc c'est pour ça que il faut vraiment ne pas hésiter à prendre quelque chose qui est peut-être moins bien que vos attentes, et après faire votre maximum pour faire grandir l'opportunité, quoi. Super, merci pour tous les conseils, Franck. Et c'est vraiment, ça colle bien avec la bonne question que tout le monde attend. C'est à combien facturer, justement?
Parce qu'on vient de dire qu'on commence, mais il faut pas toujours espérer d'avoir voilà, la TGM de, je sais pas moi. Et des fois, il faut commencer petit à petit. Quelqu'un qui ne sait pas par quoi commencer ou par où commencer, peut-être qu'il a de l'expérience ou pas sur la RPA avant et qui veut se lancer. Donc, à combien facturer pour commencer son aventure en tant que freelance en RPA? Alors, moi, sur ça, pour le coup, donc Malte, j'ai pas réussi à closer des clients, mais je trouve que c'est un bon thermomètre. Parce que Hmm. Malte te permet de mettre juste, tu mets UiPath Paris, 2 ans d'expérience ou 4 ans d'expérience, et tu vois les profils qui sont sur le marché. Alors, il y a des gens qui arrivent enfin, qui sont sur Malte à 1 200 euros. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils font. Je suis très intéressé aussi. Mais en fait, ça, c'est un premier bon thermomètre, à mon avis, qui est de se dire, voilà, tu regardes ce que le marché, ce que les autres personnes dans le marché, à combien ils se price. Hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas tenter. Et tu peux essayer de tenter haut et de descendre au fur et à mesure. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu vas être démarché par un porteur d'affaires, il a déjà une fourchette. Donc il sait que le client, par exemple, est prêt à payer 600 euros en TJM, le gars va prendre 100 euros de marge pour lui, et il va directement te dire 450. Tu vois. Donc après, toi, tu vas essayer de renégocier, tu vas dire 550, on est en train de vendre des carottes et des choux, et tu te dis, on va converger vers 500. Et en fait, c'est en ayant cette démarche-là de se dire, je regarde ce qui se fait au niveau du marché, je propose, et je vois un petit peu les chances qu'il va y avoir. Ne vous braquez pas. Si votre expectation c'était 500 et qu'on vous propose, moi ça m'arrive, hein, on m'a proposé 350 alors que j'avais demandé 500 et que j'avais déjà une mission à 600. Là, bon, ça s'est pas fait. Mais euh, ne fermez pas les discussions juste par une partie purement financière. Et très rapidement, dès que vous allez être contacté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous allez savoir vous situer. Et même si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Sylvain, je suis sûr qu'on sera ravi de vous répondre. Alors, on a un peu des grilles qui vont vous dire, voilà, un développeur, ça va être entre 450 et 550, un tech lead, ça va être entre les 500 et 650, project manager, tu peux avoir certains trucs, business analyst. On a un petit peu ce marché-là qu'on connaît, ça c'est un peu le point de l'importance du réseau, de savoir s'entourer, de pas avoir peur de parler d'argent, ce qui n'est pas forcément évident en France. Il y a un truc qui est super cool, je trouve, quand on parle avec des freelances, c'est qu'on n'a pas de tabou à se dire nos TJM, généralement, enfin avec les gens avec qui j'ai discuté. Alors que quand on est salarié, on se dit jamais nos salaires. Donc ça, Hmm. c'est vachement drôle. Alors, donc il faut pas hésiter, hein. Moi, si vous me demandez mon TGM, je vous le donnerai mon TGM, j'ai aucun souci sur ça. Je vous donnerai la fourchette de TGM sur laquelle je suis. Et vous pouvez essayer de vous situer par rapport à ben, le niveau d'expérience que je peux avoir, que vous pouvez avoir, et essayer de vous positionner. Et après, encore une fois, moi, je vous conseille pas d'essayer de pricer trop haut dès le début, parce que vous voulez vous lancer dans l'aventure d'entrepreneur et de freelance. Donc, il faut sauter le premier pas. C'est comme quand j'étais junior et que je venais juste d'avoir mon diplôme, je m'étais toujours dit, je suis prêt à prendre un salaire moins important que ce que je pourrais avoir si la mission est intéressante. Et donc, limite, moi, je pourrais vous dire que en tant que freelance, c'est ça qui va peut-être plus vous driver. Si on vous propose une mission qui est alors, si on me propose une mission qui est très peu intéressante, mais payée 1 000 euros par jour, j'ai peut-être y réfléchir. Mais si on vous propose une mission qui est super intéressante, mais moins bien payée, il faut vous dire que c'est un investissement sur vous-même. Et moi, c'est mon cas aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais que je pourrais être mieux facturé sur un autre client, mais aujourd'hui, le poste que j'occupe est tellement exceptionnel qu'au final, ben, je suis content d'être là et le financier n'est pas mon driver principal. Donc la facturation, c'est important, mais le mettez pas comme étant l'alpha et l'oméga de votre prise de position. Super. Merci. Je passerai à Franck, du coup, qui disait que 450 pour lui, c'est pas hyper intéressant. Donc, j'aimerais bien savoir à combien, Franck, tu aimerais facturer ou quand tu as commencé à poser la question un peu dans ton réseau avec les autres freelances que tu connais et tout, est-ce qu'ils t'ont donné un peu des grilles par rapport à aux différentes marges, par rapport à ton expérience et tout? Et aujourd'hui, à combien tu es prêt à te lancer si tu aimerais bien nous partager cette information parce que je suis curieuse. Ouais, du coup, Nadia, comme j'avais dit, Franck a dû partir, parce que justement, il avait une Oui, urgence au j'ai boulot. pas vu. J'ai pas vu. Donc voilà, il Bah, y a pas de souci. autant, Mais du coup, Ouais. réponse sur LinkedIn dès qu'on Ah réussit à ouais. l'avoir. Vas-y, on va mettre la réponse sur LinkedIn. Mais du coup, je passe la question à Sylvain. Alors, je préparais pendant celle de Franck, hein, mais contactez-le, effectivement, il vous répondra. Combien facturer? Enfin, moi, je sais jamais vraiment, je suis jamais sûr de moi en fait, hein, quand on me demande la question de la facturation. Je pense qu'il y a donné pas mal d'éléments. Les TGM qui sont affichés sur Malte, je peux vous dire que vous pouvez enlever 20% hein, dans ceux qui sont la plupart pratiqués.
Ce qu'on voit ce match, c'est ce que j'aimerais avoir, et la réalité, généralement, elle n'est pas à hauteur de certains TGM qu'on peut voir. Je pense que ça dépend aussi, alors déjà effectivement, du type de prestation. Est-ce qu'on passe via une ESN ou pas? Parce que l'ESN, il y a effectivement le commercial qui prend ce qu'on appelle son markup, donc sa petite com. Donc, ce qui fait que vous ne Ouais. pourrez pas être sur des TJM au-delà de 700. Je pense que c'est assez compliqué. Et après, ça dépend du type de mission. Ça, je pense que c'est important entre du développement, du chef de projet, de l'expertise ponctuelle, c'est pas du tout la même chose. Et pour vous donner des exemples, moi, je ne vais pas facturer la même chose si c'est du développement sur 6 mois de projet qu'une expertise de 2 jours sur un truc hyper pointu de RPA, forcément. Donc, il faut aussi balancer, ce qu'a dit un peu Yad, la durée de la mission et l'intérêt de la mission pour vous. Et effectivement, Yad, il a dit qu'il avait pris une mission qui n'était pas intéressante, qui était mieux payée. Il ne l'avait pas prise, pardon. Moi, j'ai pris un truc qui était à 10% de mon temps au tout début, que je trouvais super intéressant. Mais travailler à 10% sur un client et après chercher à 80% ou 90% chez un autre, c'est compliqué et c'est risqué. Donc voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est très variable, et aujourd'hui, moi, je suis pas du tout expert en facturation. Je pense que parfois, je me facture pas assez, parfois, je me facture trop. J'en sais rien. C'est assez compliqué, mais l'essentiel, c'est que vous y trouvez votre compte à la fin et pas uniquement sur la partie financière. Super. Et du coup, tu vois l'évolution un peu par rapport au début en 2019 et Oui, aujourd'hui. Ça, ça, c'est par clair. contre, le TGM d'un développeur expérimenté, c'est pas le même que ce qu'il était dans le passé. Ça, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup plus de ressources sur le marché. Il y a aussi une compétition plus importante avec des développeurs indiens ou qui sont pas forcément basés en France. Alors qu'en 2019, ça a été un peu les très belles années pour les développeurs, où moi j'ai vu des développeurs qui se facturaient 650 sur des missions de 6 mois, un an, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut vraiment que vous ayez montré que vous êtes un développeur très chevronné et que vous êtes capable d'aller beaucoup plus vite que un développeur qui coûterait 2 fois moins cher. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Après, là aussi, il faut suivre les nouvelles tendances sur le marché. Il y a peut-être maintenant, il y a des demandes sur des expertises qui sont plus document understanding, par exemple, de UiPath, c'était moins le cas avant. Donc là, on peut forcément, il y a beaucoup moins de personnes qui sont formées, qui ont de l'expérience de cet outil-là, ce qui pourrait justifier un TGM plus élevé. Je pense qu'on aura bientôt des missions où ce sera RPA avec ChatGPT, etc. Là aussi, c'est des choses qui sont nouvelles, donc expertise, un TGM plus élevé. C'est ces choses-là qu'il faut essayer de sentir pour pouvoir. Et je pense qu'effectivement, aller sur Malte, regarder un peu sur LinkedIn les profils des gens, vous pouvez vous positionner par rapport à eux, par rapport en termes Mm. d'expérience, en termes d'expertise sur tel ou tel sujet. Ça vous donne, je pense, un bon benchmark. Ouais, il faut savoir se distinguer, ce que je retiens bien par rapport à ce que tu dis, pour que tu puisses, si tu cibles vraiment avoir un TGM différent un peu des autres, il faut que tu aies cet élément de plus ou de spécialité qui n'est pas forcément existante sur le marché, quoi. Très rapidement, rester solo ou s'entourer. Sylvain, recruter Oui. pour ton entreprise ou pas recruter et rester solo, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Alors moi aujourd'hui j'ai ma propre structure. Je n'ai pas de salarié, mais je travaille régulièrement avec des freelances. C'est, je trouve, quelque chose qui fonctionne très bien, parce que les freelances, ils n'ont pas forcément envie de devenir salariés. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec des freelances parce que je sais qu'ils ont un bon niveau d'expertise. Normalement, en tout cas, les freelances avec qui je travaille, ils sont hyper pointus sur leur sujet. Donc aujourd'hui, en fait, je suis à la fois freelance et je suis à la fois chef d'entreprise. Et dans mon entreprise, je travaille avec des freelances. C'est un modèle que je trouve qui fonctionne très bien et qui permet aussi de ne pas rester solo. Je pense que quand on est freelance, c'est très important. Alors, soit de travailler avec d'autres freelances, ça peut arriver hein, sur des missions, et quand on est freelance, on se partage les opportunités de manière assez naturelle, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais également, on va effectivement s'entourer, parce que voilà, il faut aussi toujours maintenir son expertise, identifier des nouveaux potentiels, des nouvelles technologies qui viennent arriver, qui viennent s'ajouter par exemple aux solutions UiPath. Donc c'est important de ne pas rester complètement isolé quand on est freelance,
et aussi, pourquoi pas, de rester en contact avec son ancienne entreprise, avec ses anciens collègues qui eux aussi vont pouvoir vous donner des informations. Le monde est extrêmement petit. RPA, c'est un marché de niche. Donc, il est indispensable d'être en lien avec la communauté, avec toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, à mon avis. Hmm. Merci Sylvain. Pour finir, j'ai une question très très intéressante pour clôturer un peu notre sujet avec tous les conseils que vous avez donnés. Et la question, c'est dans le monde de freelance, en fait, pour une personne qui veut commencer ou qui a commencé, selon votre retour d'expérience, c'est quoi le piège à éviter? Je commence avec Iyad. Le faire pour l'argent, parce que c'est le piège que moi je te dirais d'éviter. Moi, pour être honnête, quand j'ai commencé, j'étais en mode, ok, il y a aussi le point financier qui est important. Je veux me pricer directement à 600, 700 euros. Je suis sûr de mes compétences, etc. Et comme je l'ai dit, hein, je me suis pricé à 450 pour commencer. Et pourtant, j'ai commencé, c'était le moment où être expert en RPA ou avoir quelques années d'expérience en RPA se payait plutôt bien sur le marché. Donc, je pense que c'est peut-être une erreur que beaucoup vont vouloir faire au début, de refuser des missions parce qu'on va penser que c'est pas assez bien payé et de se mettre un focus que sur l'argent et pas sur la mission. Donc ça serait le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de s'isoler, faut rapidement s'isoler en tant que freelance. Et surtout sur des technologies sur lesquelles on travaille qui évoluent très très rapidement. Tu as besoin d'être toujours à la page. Comme Sylvain l'a dit, il y a des modules que il y a 4 ans ou 3 ans ou 2 ans ne sont pas trop utilisés. Et parce que les clients ont besoin de prendre la maturité sur la techno, aujourd'hui sont beaucoup plus utilisés. Et après, en fait, tu te rends compte que t'es plus à la page, tout simplement. Et sauf que vu que tu es l'expert, tu dois toujours être à la page. Donc ça aussi, c'est un truc qui est très important. Et moi, je pousse aussi mes équipes. Je leur dis, voilà, on est peut-être sur une version du UiPath qui n'est pas la dernière, mais passer un petit peu de temps sur les derniers produits UiPath, sur les dernières fonctionnalités, etc., etc. Parce que c'est super important, que ce soit pour le boulot ou que ce soit même pour vous pouvoir vous vendre par la suite, quoi. Merci Iyad. Et pour Sylvain, c'est quoi, Sylvain, le piège à éviter en tant que freelance? Est-ce Le que piège c'est à les mêmes éviter, c'est pièges? de... Ouais, moi, le piège à éviter, c'est qu'on brosse un tableau très idyllique du freelance, un peu comme l'entrepreneur aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très à la mode. Le Mm. piège, c'est de penser que tout est parfait, tout est simple, et le freelance qui a l'embarras du choix entre ses missions, qui se facture comme il veut, euh, qui, euh, qui travaille à distance depuis son île préférée, c'est pas aussi simple que ça, ou alors en tout cas, ça prend beaucoup de temps pour en arriver là. Moi, j'en suis pas à ce stade. Je sais pas s'il y a à ce stade-là non plus. Donc c'est ça, il faut faire attention à pas partir avec l'image qu'on peut voir véhiculée assez facilement sur les réseaux. Je pense qu'il faut être assez conscient de ça. Et le deuxième piège à éviter, moi c'est celui qui m'est arrivé, c'est la trésorerie, hein, quand vous partez freelance. Et ayez un matelas de sécurité, mais un matelas assez épais parce que vous pouvez mettre du temps à trouver une mission et vous pouvez mettre encore plus de temps à être payé de la première mission. Donc voilà, vraiment anticipez tout cela et après, dès que ça commencera à fonctionner, vous verrez, je pense que vous ne le regretterez pas. Je pense que Sylvain a dit un point super important, j'aimerais rebondir sur le fait de faire attention sur la spécificité de notre marché. Il y a des solo-entrepreneurs qui, quand je vais à Bali, je les croise, ils sont sur les plages, ils font, je sais pas, ils sont Mm. community manager parce qu'ils ont un poste qui leur permet d'être full digital, nomade worker, tout ce que vous voulez, les mots sexy à la mode. RPA développeur, c'est pas aussi sexy que ça. Donc, et en plus, on est en France. Enfin, vous êtes en France, et moi non. Donc, ça fait que vous avez souvent une culture avec les entreprises en France où même si votre poste pourrait être en full remote, parce que le mec te paye, il veut te voir assis devant lui de 9h à 18h. Donc, c'est vraiment, il faut dire qu'on n'est pas forcément dans le contexte de les meilleures choses que vous allez voir sur YouTube et les mecs qui vont vous expliquer que parce qu'ils sont mis en tant que freelance, ils sont devenus millionnaires et ils vivent à Bali. Donc, faites attention à ça. On a une spécificité sur notre marché qui fait que on peut avoir des avantages, mais on va avoir aussi des contraintes. Et moi, typiquement aujourd'hui, quand on me contacte, parmi ma métrique de choix aujourd'hui, c'est pas mon TJM, c'est ma flexibilité. Et donc, c'est peut-être aussi l'une des choses que j'ai pu gagner. Et c'est aussi parmi les erreurs qu'il faut prendre aussi, je pense, c'est
pourquoi vous devenez freelance et donc avoir des choses sur lesquelles vous ne voulez pas forcément négocier entre guillemets. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je reviens sur si je pars sur un nouveau poste, ma métrique de choix sera ma flexibilité. Et je pousse quasiment pour être sur du full remote. Si demain on me dit il faut revenir 5 jours par semaine au bureau à Paris, tu vas faire 1 heure et demie de RER, c'est pas une mission qui m'intéresse. Même si on va me payer 850 € par jour, ça m'intéressera pas. Ça fait un peu le mec qui, tu sais, c'est le problème de riche, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait, qu'on a fait ce choix-là, de se dire qu'on pousse la porte de l'entrepreneuriat pour pouvoir après, au bout d'un moment, avoir un certain confort de sa vie professionnelle et avoir un balancing entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parfait. Parfait. Très, très, très belle réponse, hein. Merci à vous deux. Merci à Franck aussi qui est parti. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tous ces retours d'expérience, des différentes expériences que vous avez en tant que freelance et aussi d'avoir les conseils très, très pertinents. Moi, personnellement, je ne connaissais pas beaucoup d'informations que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Avec ça, on arrive à la fin parce qu'on a déjà débordé un tout petit peu. Merci à vous déjà d'être resté jusqu'à la fin. Et vous pouvez trouver tous les LinkedIn des personnes qui ont participé aujourd'hui juste là. Donc, n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à demander à Franck c'était quoi son TGM. Comme ça, on peut savoir tous. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé et on se voit prochainement dans un autre événement. Bonne Salut tout le journée. monde. Merci à tous, au revoir. Ciao.